Quand j'ai pris ma retraite, tout ce que je savais faire, c'était défendre ma zone d'embut. Je ne savais pas quoi faire. J'étais toujours sur mes gardes. Prêt à arracher la tête de quelqu'un. Puis, j'ai arrêté de me contenter d'être, à peu près en sécurité, et je me suis vraiment mis en sécurité avec ADT et sa surveillance 24h24 et 7J7. Quoi de neuf, Brian? Je suis plus détendu que jamais. Et je n'ai plus besoin de regarder constamment autour de moi. Oh, un chat noir, mignon. J'avais tout un schéma défensif pour garder un semblant de sécurité. Mais un semblant, ce n'est pas suffisant. Oh, et, bam. Bam. Que se passe-t-il? Parce que maintenant, quand il s'agit de protéger ma maison, j'utilise ADT. Laissez passer. Non, crie pas dans ma maison. Oh, un gamin. Chaque fois que sa femme sortait pour l'une de ses soirées entre filles, le schéma était le même. Elle l'embrassait sur la joue, promettait de rentrer tarée, au moment même où elle mettait le pied dehors, le téléphone de son mari devenait silencieux. Pas parce qu'elle était occupée, mais parce qu'elle le bloquait. Les appels allaient directement sur la messagerie vocale. Les messages cessaient d'être distribués. Au début, il se disait que c'était sa façon d'éviter les disputes, sa façon d'avoir la paix. Mais après la troisième fois, cela ne ressemblait plus à de la paix, mais plutôt à un rideau que l'on tirait. Je m'appelle Dan Miller et je répare des voitures depuis 22 ans. Je suis propriétaire de la carrosserie Miller S Auto Body, dans le sud de Lakewood, une ville qui a connu son apogée dans les années 80 et qui n'a cessé de décliner depuis. Je suis doué de mes mains, plus à l'aise avec les moteurs qu'avec les gens, et je pensais comprendre ma femme, Rachel, après 15 ans de mariage. Il s'est avéré que je n'y comprenais que dalle. Ce vendredi-là a commencé comme n'importe quel autre. Rachel est descendue dans une robe noire que je ne lui avais jamais vue. Son maquillage était parfait, et ses talons claquaient sur le carrelage de notre cuisine comme des coups de feu. Elle travaillait aux ressources humaines chez Consolidated Logistics, gagnait plus d'argent que moi et, ces derniers temps, semblait prendre plaisir à me le rappeler. Encore une soirée entre filles, ai-je demandé sans lever les yeux de mon café. Le journal était étalé devant moi, mais je ne le lisais pas. Je comptais. C'était le 4e vendredi en 6 semaines. Juste Kelly et les filles du boulot, a-t-elle répondu en vérifiant son reflet dans la porte du micro-ondes. Tu sais ce que c'est. On a besoin de décompresser. Je connaissais Kelly Simmons. La meilleure amie de Rachel depuis l'université travaillait dans le même service et vivait seule dans un appartement en centre-ville. Kelly avait toujours été polie avec moi, mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand elle regardait Rachel qui me mettait mal à l'aise, comme si elle voyait quelque chose que je n'étais pas censé remarquer. « À quelle heure rentreras-tu » ai-je demandé. La main de Rachel s'est figée sur la lanière de son sac. Tard. Ne m'attends pas, elle m'a embrassé sur la joue, ce même baiser machinal qu'elle me donnait depuis des mois, et elle est sortie. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine pendant qu'elle montait dans sa Honda Accord argentée et sortait de notre allée en marche arrière. Notre voisine, Madame Patterson, arrosait ses roses et a fait un signe de la main à Rachel. Rachel lui a répondu avec un grand sourire. J'ai attendu exactement 3 minutes, puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé, direct sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS, conduis prudemment. Je t'aime. Le message s'est affiché comme « distribué » pendant environ 30 secondes. Puis le statut a disparu. Non distribué. Bloqué. Mes mains ont commencé à trembler et j'ai reposé le téléphone plus violemment que je ne le voulais. Le mug de café a cliqueté contre la table. C'était ça, le schéma. Chaque soirée entre filles, la même routine, m'embrasser, partir, me bloquer, disparaître. Et à chaque fois, je me disais qu'il y avait une explication logique. Rachel tenait à son espace personnel. Elle ne voulait pas que je la surveille. Elle avait droit à sa vie privée. Mais, assis là dans ma cuisine vide, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge, j'ai réalisé que j'en avais marre de trouver des excuses à ma propre femme. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai ouvert l'application de partage de position familiale que nous avions configurée 2 ans plus tôt. Pour des raisons de sécurité, avait dit Rachel lorsqu'elle l'avait suggéré, au cas où il arriverait quelque chose à l'un de nous. Nos enfants, Ellie et Max, étaient tous les deux sur la carte. Ellie chez son ami, Max à l'entraînement de baseball. Et il y avait le point de Rachel,
qui se déplaçait dans le centre-ville de Lakewood. Je l'ai observé pendant 10 minutes, m'attendant à la voir arriver à l'appartement de Kelly ou dans l'un des bars habituels où traînaient ses collègues de travail. Au lieu de cela, son poing s'est arrêté au Lakeview Inn, un hôtel de milieu de gamme de l'autre côté de la ville. Le genre d'endroit où les voyageurs d'affaires séjournaient quand ils ne pouvaient pas se faire rembourser le Marriott. Mon estomac s'est noué, comme si j'avais raté une marche en descendant l'escalier. J'ai fixé l'écran, suppliant le poing de bouger. Peut-être qu'elle passait prendre quelqu'un. Peut-être que Kelly y séjournait pour une raison quelconque. Peut-être qu'il y avait un événement professionnel dont je n'étais pas au courant. Le poing est resté parfaitement immobile, comme s'il était à sa place. J'ai attrapé mes clés. Le trajet jusqu'au Lakeview Inn m'a pris 15 minutes, mais j'ai eu l'impression que ça durait 1 heure. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone au feu rouge, espérant que le poing de Rachel se déplacerait vers un endroit plus logique. Ce ne fut pas le cas. Quand je me suis garé sur le parking de l'hôtel, j'ai trouvé une place avec une vue dégagée sur l'entrée principale et je me suis installé pour attendre. Je ne savais pas ce que je m'attendais à voir, mais je savais que je devais le voir. Après des mois d'appels bloqués et d'explications vagues, j'avais besoin de la preuve que j'étais soit fou, soit dans le vrai. 20 minutes plus tard, les portes vitrées de l'hôtel se sont ouvertes et ma femme est sortie. Elle n'était pas seule. L'homme qui marchait à côté de ma femme était Greg Marsh, mon patron chez le concessionnaire où je travaillais à temps partiel pour effectuer les réparations sous garantie. Greg avait 52 ans, était divorcé, conduisait une BMW et portait des costumes qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois. Il possédait 3 parcs automobiles dans le comté et affichait ce genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais eu à réparer quoi que ce soit de ses propres mains. Ils marchaient trop près l'un de l'autre, de manière trop familière. Rachel riait de quelque chose qu'il avait dit, sa main frôlant brièvement son bras. Lorsqu'ils ont atteint sa voiture à elle, Greg ne s'est pas contenté de lui dire au revoir. Il l'a attirée contre lui et l'a embrassée, pas sur la joue, sur la bouche. Suffisamment longtemps pour que j'aie le temps de chercher mon téléphone à tâtons et de prendre une photo à travers mon pare-brise. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai regardé Greg marcher vers sa BMW et Rachel monter dans sa Honda. Ils ne sont pas partis ensemble. Greg a tourné à gauche vers les beaux quartiers. Rachel a pris à droite vers le centre-ville, probablement pour se construire un alibi avec Kelly. Je suis resté assis sur ce parking pendant encore 10 minutes, à fixer la photo sur mon téléphone. Ma femme depuis 15 ans embrassant mon patron devant un hôtel. Ce même patron qui me confiait les pires réparations dernièrement, celle qui payait le moins et prenait le plus de temps. Ce même patron qui faisait des blagues sur le fait de garder le personnel heureux, chaque fois que j'étais dans les parages. Je suis rentré chez moi dans un état second, mon esprit repassant en boucle chaque interaction que j'avais eue avec Greg au cours des derniers mois. Chaque fois qu'il avait demandé des nouvelles de Rachel. Chaque fois qu'il avait mentionné l'avoir vue à une réunion de travail à laquelle je n'avais pas été invité. Chaque sourire condescendant lorsqu'il me confiait une énième réparation de transmission qui allait me prendre toute la semaine et m'être payé moitié moins. En rentrant chez moi, je suis allé directement sur mon ordinateur portable et j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigation. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais, mais j'ai commencé par nos relevés de cartes de crédit communes. C'est Rachel qui gérait la plupart de nos finances. Elle était plus douée avec les chiffres, disait-elle. J'avais été heureux de la laisser faire. En examinant 3 mois de relevés, j'ai trouvé des dépenses que je ne reconnaissais pas. Des restaurants où je n'étais jamais allé. Un achat dans une bijouterie pour $400. Un débit chez Victoria's Secret pour $230. Quand j'ai vérifié les dates, elles tombaient toutes le jour ou autour de ces soirées entre filles. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rachel, je m'amuse tellement. Kelly te passe le bonjour. Ne m'attends pas bisous. J'ai fixé ce message pendant un long moment. La désinvolture de ce mensonge, la facilité avec laquelle elle pouvait s'asseoir dans un bar avec Kelly, se moquant probablement de la naïveté de son mari, alors que le goût d'un autre homme était encore sur ses lèvres. J'ai appelé mon avocat. Jim Harris s'était occupé de la paperasse de mon entreprise lorsque j'avais ouvert mon atelier. C'était quelqu'un de franc, qui ne mâchait pas ses mots, et qui avait lui-même divorcé 2 fois. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de le voir immédiatement, il n'a posé aucune question, il m'a juste dit de venir. Jim vivait dans une ancienne remise à calèche aménagée, derrière son bureau en centre-ville.
Quand je lui ai montré la photo et les relevés de carte de crédit, il a servi 2 verres de bourbon et s'est adossé dans son fauteuil en cuir. « Depuis combien de temps ça dure ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas, des mois, peut-être plus. Elle me bloque chaque fois qu'elle sort. » Une idée de qui est ce type? Mon patron, Greg Marsh. Il possède Marsh Motor. Jim a sifflé doucement. Ça, c'est une complication. Tu travailles pour lui à temps partiel. La majeure partie de mes revenus vient de l'atelier, mais le travail chez le concessionnaire aide pendant les mois creux. Eh bien, ça va bientôt se terminer. Jim a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à écrire. Parle-moi de vos actifs. Maison, entreprise, épargne, compte de retraite. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout passer en revue. La maison était à nos 2 noms. L'atelier était à moi, mais Rachel avait co-signé le prêt professionnel. Nous avions environ 30 000 $ d'économie, la majeure partie étant destinée à mon entreprise. Le plan d'épargne retraite de Rachel était substantiel. Elle avait gravi les échelons de l'entreprise pendant que je m'étais contenté de réparer des voitures et de rentrer à la maison couvert de cambouis. La bonne nouvelle, c'est que tu as des preuves de sa liaison, a dit Jim. L'Indiana est un état de divorce sans faute, mais l'adultère peut tout de même affecter le partage des biens, surtout si elle a dépensé des biens matrimoniaux pour sa relation. Que recommandes-tu? Obtiens plus de preuves. Documente tout. Et quoi que tu fasses, ne la confronte pas avant que nous ne soyons prêts à déposer le dossier. Dès qu'elle saura que tu sais, elle commencera à cacher des actifs et à monter son propre dossier. Je suis rentré chez moi avec une chemise remplie de paperasse et la tête pleine de stratégie. Quand je suis entré dans ma cuisine, Rachel était assise à table avec une tasse de thé, toujours dans sa robe noire. « Comment s'est passée ta soirée entre filles ?» ai-je demandé. Elle a souri, de ce même sourire qu'elle avait adressé à Madame Patterson quelques heures plus tôt. Bien. Kelly songe à acheter une nouvelle voiture. Je lui ai dit que tu pourrais peut-être l'aider à trouver quelque chose de fiable. La façon désinvolte dont elle me mentait en pleine figure était presque impressionnante. Je me suis assis en face d'elle et j'ai hoché la tête. Bien sûr, je connais un type. Nous sommes restés là, dans notre cuisine, ma femme et moi, à bavarder de l'achat de voitures imaginaires de son amie, alors que la photo d'elle embrassant mon patron me brûlait comme de l'acide dans mon téléphone. Je suis fatigué, a-t-elle fini par dire. Longue journée. Elle m'a embrassé sur le front, un autre geste machinal, et est montée à l'étage. J'ai entendu la douche couler et je me suis demandé si elle était en train de se laver pour faire disparaître l'eau de Cologne de Greg. Je suis resté à la table de la cuisine jusqu'après minuit, à lire les documents de divorce que Jim m'avait donnés, demande de dissolution du mariage, feuille de calcul de répartition des biens, accord de garde des enfants. 15 ans de mariage réduit à des formulaires et des frais de dossier. Le lendemain matin, Rachel était déjà partie avant que je ne me réveille. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, partie faire du shopping avec Kelly, de retour cet après-midi. Je t'aime. Encore des mensonges livrés avec un smiley dessiné dans la marge. J'ai appelé l'atelier et prévenu mon assistant Tommy que j'arriverais en retard, puis j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Kelly en centre-ville. La Honda de Rachel était sur le parking des visiteurs. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 11h30, elles sont sorties ensemble. Rachel portait un jean et un pull, l'air détendue et heureuse comme je ne l'avais pas vue à la maison depuis des mois. Kelly était très animée, faisant des gestes en parlant, et Rachel riait. Un vrai rire, pas les petits rires polis qu'elle me servait dernièrement. Je les ai suivis jusqu'au centre commercial, en restant suffisamment en retrait pour ne pas être vu. Elles sont entrées dans des grands magasins, ont essayé des vêtements, ont partagé un déjeuner dans l'air de restauration comme des adolescentes. En les observant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé encore plus durement que la découverte de sa liaison. Rachel était heureuse. Sincèrement et totalement heureuse, d'une manière qu'elle n'avait plus été avec moi depuis des années. Elles ont passé 3 heures à faire du shopping. Rachel a acheté des vêtements, du maquillage, du parfum. Des choses qu'elle porterait pour Greg, sans doute. Quand elles se sont finalement séparées sur le parking, Kelly a serré Rachel dans ses bras plus longtemps que ne le font d'habitude des amis. Il y avait quelque chose de très intime dans ce geste, quelque chose qui m'a fait me demander si Greg était le seul secret que Rachel gardait. Je suis allé à l'atelier et j'ai essayé de me perdre dans le travail.
J'avais une reconstruction de transmission à terminer et 2 devis d'assurance à rédiger. Mais chaque fois que je regardais mes mains, je les voyais trembler. À chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais. Tommy l'a remarqué. « Vous allez bien, patron ? Vous avez une mine affreuse. » Tommy Kowalski avait 26 ans, était bâti comme un joueur de football américain, et travaillait pour moi depuis 3 ans. Il était doué avec les moteurs et encore plus doué avec les gens, le genre de gars qui pouvait convaincre un client de faire une réparation majeure sans qu'il ne se sente arnaqué. Il jurait aussi comme un charretier et n'avait absolument aucun filtre. « Juste fatigué », ai-je répondu. « C'est Rachel qui vous empêche de dormir ?» Il a souri. Petit vénard. J'ai eu envie de lui dire. Les mots étaient juste là, prêts à sortir. Au lieu de cela, je lui ai tendu le carter de transmission et je suis allé dans mon bureau pour appeler Jim. J'ai besoin de savoir comment tout documenter, lui ai-je dit. Les relevés téléphoniques, les cartes de crédit, les reçus d'hôtel, tout. Du calme, a dit Jim. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté que j'avais suivi Rachel et Kelly, que j'avais assisté à leur séance de shopping. Que ma femme avait l'air plus heureuse avec son ami qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des mois. Tu penses qu'il se passe aussi quelque chose avec l'ami? Je n'en sais rien. Peut-être. Est-ce que ça a de l'importance? Ça pourrait t'aider pour la garde si on peut prouver qu'elle mène une double vie. Mais Dan, tu dois faire attention. Ne fais rien qui puisse être interprété comme du harcèlement. Documente à distance. Ce soir-là, Rachel est rentrée à la maison avec des sacs de shopping et m'a raconté qu'elle avait trouvé de super soldes. Elle a défilé pour moi avec certains de ses vêtements, me demandant mon avis avec le genre d'enthousiasme dont elle faisait preuve lorsque nous sortions ensemble au début. C'était une mise en scène, j'en ai pris conscience. Elle jouait le rôle de l'épouse heureuse tout en planifiant sa sortie. « Tu es magnifique », ai-je dit, parce que c'est ce que dictait le script. « Merci. » Elle a embrassé ma joue. Je vais appeler Kelly pour la remercier pour aujourd'hui. Elle est montée avec son téléphone. J'entendais sa voix à travers le plafond, animée et affectueuse. Quand elle est redescendue 1 heure plus tard, elle rayonnait. Kelly nous a invités à dîner le week-end prochain, a-t-elle annoncé. Tous les deux. Elle va préparer ce plat de pâtes que tu aimes. Encore une mise en scène, encore un mensonge enveloppé dans une apparente normalité. Ça a l'air super, ai-je répondu. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter Rachel respirer à côté de moi, me demandant depuis combien de temps elle planifiait cela. Depuis combien de temps me regardait-elle de l'autre côté de la table du petit déjeuner en voyant un obstacle plutôt qu'un mari? Combien de soirées entre filles avaient en réalité été des nuits d'hôtel? Mon téléphone a vibré avec l'arrivée d'un SMS. Numéro inconnu. La voiture de votre femme était encore au Lakeview Inn ce soir. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quelqu'un d'autre était au courant. Quelqu'un observait. Je me suis glissé hors du lit et je suis descendu pour appeler ce numéro. Il est tombé directement sur la messagerie vocale. Un enregistrement générique, sans nom. J'ai répondu par SMS, qui est-ce? La réponse est arrivée immédiatement, une amie. Allez voir le bar de l'hôtel demain à 18h. Venez seul. J'ai supprimé les messages et je suis retourné me coucher, mais je n'ai pas fermé l'œil. J'ai fixé le plafond en me demandant qui d'autre était au courant de ma vie privée. Dans une ville comme Lakewood, les secrets ne restaient pas enfouis bien longtemps. Quelqu'un avait vu Rachel et Greg ensemble et avait décidé que je méritais de savoir. La question était, qu'est-ce que cette personne voulait en retour? Le lendemain soir, j'ai dit à Rachel que je devais travailler tard sur un dossier d'assurance. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. D'accord, je serai probablement couché quand tu rentreras. Longue journée demain. Encore une soirée entre filles. Probablement encore une chambre d'hôtel. Encore un mensonge. Le bar du Lakeview était exactement ce que l'on pouvait attendre d'un hôtel de milieu de gamme, éclairage tamisé, musique de jazz générique, hommes d'affaires buvant seuls tout en fixant leur téléphone. J'ai commandé une bière et j'ai attendu. À 18h15, une femme s'est glissée sur la banquette en face de moi. Elle avait environ 40 ans, était blonde et portait un uniforme d'infirmière avec un badge de l'hôpital. Je ne l'avais jamais vue auparavant. « Vous êtes Dan Miller ?» a-t-elle dit.
Ce n'était pas une question. Et vous êtes? Quelqu'un qui regarde votre femme se moquer de vous depuis 3 mois. Elle a fait signe à la serveuse pour commander un verre. Je m'appelle Suzanne. Je travaille à l'hôpital. Je viens ici parfois après mon service. Pourquoi me le dire? Le verre de Suzanne est arrivé. Une vodka tonique. Elle en a pris une longue gorgée avant de répondre. Parce que je déteste les infidèles. Mon ex-mari m'a fait exactement le même coup que votre femme vous fait. Les mensonges, les blocages, les fausses soirées entre filles. Je sais à quoi ça ressemble. Qu'avez-vous vu exactement? Votre femme et cet homme plus âgé, celui avec la BMW. Il se retrouve ici tous les vendredis depuis des mois. Toujours la même routine. Elle arrive en premier. Ils se pointent 20 minutes plus tard. Ils prennent un verre. Puis ils montent. Chambre 237. Il paie en espèces. Mon estomac s'est noué. Comment connaissez-vous le numéro de la chambre? Parce que j'ai demandé. J'ai dit au réceptionniste que je croyais avoir vu le mari de ma cousine la tromper et que je voulais en être sûr avant de dire quoi que ce soit. Je lui ai glissé $50. Suzanne s'est penchée en avant. Ils ne font pas attention, Dan. Ils agissent comme s'ils étaient les propriétaires de l'endroit. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo que j'avais prise. C'est eux. C'est bien eux. Tous les vendredis, réglés comme du papier à musique. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Je ne vous connais même pas. Suzanne a plongé la main dans son sac à main et en a sorti un petit appareil photo numérique. Elle a fait défiler plusieurs photos. Rachel et Greg entrant dans l'hôtel, quittant l'hôtel, s'embrassant sur le parking. Les horodatage indiquaient des dates différentes remontant à plusieurs mois. J'ai commencé à prendre des photos après la 3e fois que je les ai vues, a-t-elle dit. Appelez ça une assurance. J'ai été trompé et je sais à quel point il est difficile de le prouver quand ils sont sournois. Que voulez-vous? Rien. Je pense juste que vous méritez de savoir ce que votre femme fait vraiment pendant ces soirées entre filles. Suzanne a fini son verre et s'est levée. Il y a autre chose. La femme blonde qui travaille avec votre femme, Kelly, elle était ici vendredi dernier, elle aussi. Elle s'est assise au bar pendant que votre femme était à l'étage, comme si elle montait la garde. Mon sang n'a fait qu'un tour. Monter la garde. C'est à ça que ça ressemblait. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone et de surveiller les ascenseurs. Quand votre femme est descendue, Kelly est partie la première. Votre femme a attendu 10 minutes, puis a suivi. Suzanne m'a tendu une clé USB. Ces photos sont dessus, plus quelques autres que j'ai prises ce soir. Votre femme est à l'étage en ce moment même, au fait. Chambre 237. Elle est arrivée il y a environ 1 heure. Elle s'est éloignée avant que je ne puisse répondre, me laissant seul avec une clé USB pleine de preuves et la certitude que ma femme se trouvait à 15 mètres au-dessus de ma tête, au lit avec mon patron. Je suis resté assis là pendant encore 1 heure à boire de la bière et à regarder les ascenseurs. À 20h30, Greg est descendu seul, a réajusté sa cravate et s'est dirigé vers sa BMW comme si le monde lui appartenait. 20 minutes plus tard, Rachel est apparue, a vérifié son reflet dans le miroir du hall, et est partie pour se fabriquer son alibi. Je suis rentré chez moi et j'ai branché la clé USB. Des dizaines de photos, toutes horodatées, montrant l'évolution de la liaison de Rachel et Greg. Sur les premières photos, ils avaient l'air nerveux et regardaient par-dessus leur épaule. Sur les plus récentes, ils avaient l'air à l'aise, familiers, comme un vrai couple. Mon téléphone a vibré, un SMS de Rachel. Kelly et moi avons décidé d'aller voir un film tard. Ne m'attends pas. J'ai regardé l'horodatage sur la photo la plus récente de Suzanne, 19h42. Rachel entrant dans l'hôtel. Les mensonges étaient devenus si désinvoltes, si naturels. Rachel était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus, quelqu'un qui pouvait me regarder dans les yeux et mentir sans sourciller. J'ai appelé Jim et je lui ai parlé de la rencontre, des photos de Suzanne, du numéro de la chambre et des paiements en espèces. C'est bon, a-t-il dit. C'est très bon. Nous pouvons assigner à comparaître les registres de l'hôtel, les relevés de cartes de crédit, les relevés téléphoniques. Avec ce niveau de documentation, nous pouvons prouver l'adultère et l'utilisation abusive des biens matrimoniaux. Quelle est la prochaine étape? Nous déposons le dossier bientôt,
avant qu'elle ne devine ce que tu sais. Et mon travail? Tu vas le perdre. C'est sûr. Mais Dan, tu allais le perdre de toute façon. Les types comme Greg ne gardent pas le mari cocu dans les parages une fois que la liaison devient publique. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine avec les photos de Suzanne étalées sur la table, comme des preuves dans une affaire de meurtre. D'une certaine manière, c'est ce qu'elles étaient. Les preuves du meurtre de mon mariage, documentées par des horodatages numériques et des reçus d'hôtel. Rachel est rentrée à minuit en sentant le savon d'hôtel et le vin bon marché. Elle m'a embrassé sur le front et est montée à l'étage en fredonnant une chanson que je ne connaissais pas. Je suis resté en bas jusqu'à l'aube pour planifier ma prochaine action. Le vendredi suivant, j'ai décidé de briser la routine. Au lieu de l'attendre à la maison pendant que Rachel allait à sa soirée entre filles, j'allais l'attendre à l'hôtel à son arrivée. J'ai appelé la concession pour me faire porter pâle, j'ai dit à Tommy de gérer l'atelier et j'ai conduit jusqu'au Lake Viewing à 17h. J'ai pris la même banquette que Suzanne avait utilisée, j'ai commandé une bière et j'ai attendu. Rachel est arrivée à 18h10, portant une robe rouge que je n'avais jamais vue. Elle a regardé nerveusement autour du bar avant de s'asseoir près de la fenêtre. Elle a commandé du vin et n'a cessé de vérifier son téléphone. Greg s'est pointé à 18h30, pile à l'heure. Il a immédiatement repéré Rachel et s'est approché avec l'assurance d'un homme qui ne s'est jamais fait prendre en train de faire quoi que ce soit. Ils se sont embrassés, pas passionnément, mais de façon familière, comme un couple marié qui se retrouve après le travail. Je les ai regardés prendre un verre et discuter. Rachel riait aux blagues de Greg, lui touchait la main quand elle parlait. Elle avait l'air détendue et heureuse, comme elle l'était autrefois avec moi. Au bout d'une heure, ils se sont levés et se sont dirigés vers les ascenseurs. C'est là que je suis passé à l'action. Je les ai interceptés devant la rangée d'ascenseurs, surgissant de derrière un pilier comme dans un mauvais film. « Salut chérie », ai-je dit à Rachel. « C'est drôle de te croiser ici. » Le visage de Rachel est devenu livide. Greg a reculé d'un pas comme si j'avais sorti une arme. « Dan », a balbutié Rachel. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je prends un verre. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? » Je croyais que ce soir c'était une soirée entre filles avec Kelly. L'ascenseur est arrivé avec un « digne », joyeux. Les portes se sont ouvertes pour révéler un couple de personnes âgées qui a jeté un seul regard à notre petit tableau et a décidé d'attendre le prochain ascenseur. Nous étions juste, a commencé Rachel. Juste quoi ? J'ai regardé Greg, qui essayait de se fondre dans le papier peint. Salut Greg, drôle de coïncidence de te voir ici. Le monde est petit. Dan, je peux t'expliquer, a dit Rachel. Je suis sûr que tu le peux. Tu es devenu très doué pour expliquer les choses, ces derniers temps. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo que j'avais prise une semaine plus tôt. Tu veux expliquer ça ? Rachel a regardé la photo et ses épaules se sont affaissées. Toute combativité l'a quitté d'un coup, comme l'air d'un pneu crevé. Depuis combien de temps le sais-tu ? A-t-elle demandé doucement. Depuis assez longtemps. La vraie question, c'est, depuis combien de temps ça dure ? Greg a fini par retrouver sa voix. Dan, calmons-nous tous. Nous pouvons régler ça comme des adultes. Je me suis tourné lentement vers lui. Régler quoi, au juste ? Le fait que tu te tapes ma femme ? Le fait que tu me refiles les pires boulots à la concession pendant que tu l'emmènes dîner avec mon argent ? Ton argent ? La confiance de Greg revenait. Aux dernières nouvelles, Rachel a son propre travail, ses propres revenus. Ce qu'elle en fait, c'est son affaire. J'ai sorti à nouveau mon téléphone et je lui ai montré les relevés de carte de crédit. Compte joint, Greg. Biens matrimoniaux. Chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque bijou que tu lui as acheté. C'est du vol. Dans le hall de l'hôtel, nous commencions à attirer l'attention. D'autres clients nous dévisageaient, et je pouvais voir le réceptionniste attraper le téléphone. Nous devrions en parler en privé, a dit Rachel. Non, ai-je répondu. C'est fini le temps des secrets. J'ai fini d'être le mari idiot qui ne sait pas ce que fait sa femme le vendredi soir. J'ai regardé Greg. Tu es viré, au fait. Ne te donne pas la peine de venir lundi. Greg s'est mis à rire. Je crois que tu as tout faux, Dan. C'est toi qui travailles pour moi, tu te souviens. Plus maintenant. Tu vois,
j'ai des photos, des relevés de cartes de crédit. Des reçus d'hôtel. J'ai suffisamment de preuves pour démontrer que tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour entretenir une liaison avec la femme d'un employé. Je parie que ton assurance professionnelle ne couvre pas ce genre de responsabilité. Le visage de Greg a perdu de ses couleurs. Il commençait à comprendre que ça n'allait pas être une simple conversation. Dan, s'il te plaît, a dit Rachel, on peut rentrer à la maison pour en parler? Parler de quoi? De la façon dont tu me mens depuis des mois. De la façon dont tu bloques mes appels pour pouvoir baiser mon patron dans des chambres d'hôtel? De la façon dont Kelly et toi avez tout planifié? Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Kelly n'a rien à voir là-dedans. Vraiment? Parce que j'ai des témoins qui disent qu'elle a fait le guet pendant que tu étais à l'étage. J'ai des photos d'elle assise dans ce bar, à surveiller les ascenseurs comme un agent de sécurité. C'était un mensonge. Mais la réaction de Rachel m'a indiqué que j'étais proche de la vérité. Elle avait l'air paniquée, prise au piège. L'agent de sécurité de l'hôtel se dirigeait vers nous maintenant, un grand type dans un costume bon marché qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Messieurs, dames, je vais devoir vous demander d'aller régler ça dehors, a-t-il dit. « Nous partons, ai-je répondu. J'ai regardé Rachel. « Tu peux rentrer avec moi, ou tu peux rentrer avec Greg. Mais d'une manière ou d'une autre, on va avoir une conversation ce soir. » Rachel m'a choisi. Greg s'est éclipsé comme le lâche qu'il était, en train de prévoir, probablement, comment tourner la situation à son avantage. Le trajet de retour s'est fait en silence. Rachel fixait la vitre passager pendant que j'agrippais le volant, essayant de ne pas penser au nombre de fois où elle avait fait le même trajet après avoir quitté le lit de Greg. Quand nous sommes arrivés à la maison, je suis allé dans la cuisine et j'ai servi 2 verres de vin. Rachel s'est assise à la table où nous avions partagé des milliers de repas. Là où nous avions aidé nos enfants à faire leurs devoirs, là où nous avions planifié notre avenir ensemble. Depuis combien de temps, ai-je demandé. 4 mois, a-t-elle répondu doucement. Pourquoi? Rachel est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a enfin parlé, sa voix n'était qu'un murmure, parce que je me sentais seul. Parce que tu travailles tout le temps, et quand tu rentres, tu es fatigué, tu es sale et tu n'as pas envie de parler. Parce que Greg me donne l'impression d'être intéressante, attirante et valorisée. Alors tu as décidé d'avoir une liaison au lieu de m'en parler. Je ne l'ai pas planifié. C'est juste arrivé. Les liaisons n'arrivent pas juste comme ça. Tu as fait des choix. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de bloquer mes appels. Tu as choisi de dépenser notre argent pour des chambres d'hôtel et des bijoux pour ton petit ami. Rachel a commencé à pleurer. Je sais. Je sais que c'était mal. Mais Dan, ça fait des années qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Tu dois l'admettre. Elle avait raison. Et c'était encore pire. Nous nous étions éloignés. J'avais travaillé davantage, rentrant fatigué, la considérant comme acquise. Mais au lieu de se battre pour notre mariage, elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Et qu'en est-il de Kelly, ai-je demandé. Les larmes de Rachel se sont arrêtées. Comment ça? Est-ce juste ton ami, ou y a-t-il autre chose entre vous? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je crois que si. Je pense que Kelly est plus qu'une amie depuis un moment maintenant. Je pense qu'elle t'a aidé à planifier tout ça parce qu'elle te veut pour elle. Le silence de Rachel a été une réponse suffisante. D'où Jésus, ai-je lâché. Avec combien de personnes couches-tu? Ce n'est pas comme ça, s'est empressé de dire Rachel. Kelly et moi, c'est compliqué. Compliqué? Comment ça? Nous sommes amis depuis si longtemps, et après que les choses ont commencé à aller mal entre nous, elle était là pour moi. Elle m'a écouté. Elle m'a comprise. Et de fil en aiguille. Rachel a hoché la tête misérablement. Je me suis adossé à ma chaise, essayant d'assimiler cette nouvelle information. Ma femme n'avait pas seulement une liaison avec mon patron. Elle avait des liaisons avec mon patron et avec sa meilleure amie, peut-être même en même temps. Et maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas. Je t'aime, Dan. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais c'est arrivé et maintenant nous devons y faire face. J'ai sorti les papiers du divorce que Jim avait préparés et je les ai posés sur la table, entre nous. J'ai déjà entamé la procédure, ai-je annoncé.
Tu recevras l'assignation lundi. Rachel a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu ne veux pas essayer d'arranger les choses? Avec qui? Toi, Greg, Kelly? Je ne sais même plus avec qui je suis marié. Rachel s'est penchée par-dessus la table et a pris ma main. Je suis toujours moi, Dan. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours la femme que tu as épousée. J'ai regardé sa main posée sur la mienne, l'alliance qu'elle avait portée pendant qu'elle embrassait d'autres personnes, et je n'ai ressenti que de la tristesse. Non, ai-je répondu. Tu ne le es plus. La semaine suivante a été un flou total, fait d'avocats, de paperasse et de conversations gênantes. Rachel a emménagé temporairement chez Kelly, ce qui a confirmé mes soupçons sur leur relation. Greg m'a viré de la concession exactement comme Jim l'avait prédit, mais pas avant que je n'ai fait des copies de tous les documents de l'entreprise qui pourraient être pertinents pour mon dossier. Les enfants ont pris la nouvelle aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Ellie, 17 ans, m'a reproché de ne pas m'être battu plus durement pour sauver notre mariage. Max, 15 ans, s'est simplement renfermé et a passé la plupart de son temps chez des amis. Tu aurais pu essayer une thérapie de couple, m'a dit Ellie lors d'une de nos conversations à la table de la cuisine. Maman a dit qu'elle voulait essayer la thérapie. Quand a-t-elle dit ça, ai-je demandé. La semaine dernière. Elle a dit qu'elle t'avait supplié d'aller en thérapie, mais que tu avais refusé. Encore un mensonge. Rachel était déjà en train de réécrire l'histoire, se posant en victime et me faisant passer pour le mari têtu qui refusait de se battre pour son mariage. Ellie, ta mère nous ment à tous depuis des mois. Elle a eu une liaison avec mon patron et a dépensé notre argent dans des chambres d'hôtel. À quel moment exactement comptait-elle suggérer une thérapie? Ellie a croisé les bras. Peut-être que si tu avais fait plus attention à elle, elle n'aurait pas eu besoin de trouver quelqu'un d'autre. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ma propre fille prenait le parti de sa mère, adhérant à la thèse selon laquelle j'étais en quelque sorte responsable des choix de Rachel. Max était différent. Il ne disait pas grand-chose, mais il observait tout. Un soir, il est entré dans le garage où je travaillais sur la voiture d'un client. « Papa, ça va ?» J'ai levé les yeux du moteur que j'étais en train de remonter. « Je vais bien, fiston. »« Pourquoi ? » ?»« Tu as l'air tout le temps en colère. » Il avait raison. J'étais en colère. En colère contre Rachel pour avoir menti. En colère contre Greg pour avoir profité de la situation. En colère contre Kelly pour l'avoir manipulé. En colère contre moi-même de n'avoir rien vu venir. Je ne suis pas en colère contre toi ou ta sœur, ai-je dit. Je suis en colère contre la situation. C'est vrai, pour maman et son patron. J'ai arrêté de travailler et j'ai regardé attentivement mon fils. Il grandissait vite, devenant grand et mince comme je l'avais été à son âge. Il méritait la vérité. Oui, c'est vrai. Ça craint. Ouais, c'est le cas. Tu vas t'en sortir? Je crois que oui. Nous nous en sortirons tous les deux. Ça va être différent, mais on va gérer. Max a hoché la tête et est retourné dans la maison. Ce soir-là, je l'ai entendu au téléphone avec l'un de ses amis, lui expliquant que ses parents divorçaient. Il paraissait plus vieux que ses 15 ans. Pendant ce temps, la procédure judiciaire avançait. Jim avait demandé le divorce pour adultère et exigé une documentation complète sur les liaisons de Rachel. Nous avons assigné à comparaître les registres d'hôtel, les relevés de cartes de crédit et les factures de téléphone. Les preuves étaient accablantes. L'avocat de Rachel essayait de la dépeindre comme la victime d'un mari émotionnellement distant, mais les factures d'hôtel et les achats de bijoux rendaient cet argument difficile à soutenir. Elle va essayer d'invoquer l'abandon affectif, m'a expliqué Jim lors d'une de nos réunions. Stratégie classique pour les conjoints infidèles, mais les preuves financières sont trop accablantes. Elle a dépensé des biens matrimoniaux pour ses liaisons, et ça va lui coûter cher. Et pour la garde? Ça, c'est plus délicat. Les tribunaux n'aiment pas punir les parents pour adultère lorsqu'il s'agit de la garde. Mais le fait qu'elle ait mené une double vie, qu'elle ait menti aux enfants, et dépensé de l'argent pour des liaisons, tout cela compte. Le pire, c'est la rapidité avec laquelle notre entourage a choisi son camp. Rachel et Kelly étaient populaires dans notre quartier, et leur version des faits se répandait plus vite que la mienne. J'étais le mari autoritaire qui avait fait fuir sa femme. Rachel était la victime qui avait trouvé du réconfort dans les bras d'une amie compatissante.
Madame Patterson, notre voisine, a cessé de me saluer quand je me garais dans mon allée. Les habitués du café du centre-ville se taisaient à mon arrivée. Même certains de mes clients ont commencé à aller voir ailleurs. C'est la mentalité des petites villes, a commenté Tommy quand je lui en ai parlé. Laissez-leur du temps. La vérité finit toujours par éclater. Mais je n'étais pas sûr d'avoir le temps. Mon entreprise en souffrait. Mes enfants étaient perdus. Et ma future ex-femme me faisait passer pour le méchant de son histoire. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter de jouer en défense et de passer à l'attaque. Si Rachel voulait en faire une bataille publique, j'allais lui en donner une qu'elle n'oublierait jamais. J'ai commencé par Greg. En tant que propriétaire de 3 concessions automobiles, il avait une réputation à maintenir au sein de la communauté. Il siégeait à la chambre de commerce, sponsorisait des équipes de baseball pour enfants et diffusait des publicités à la radio locale vantant ses valeurs familiales. J'ai appelé le journal local et je leur ai dit que j'avais une histoire sur l'éthique dans les affaires et le leadership communautaire. La journaliste, une jeune femme nommée Jennifer Walsh, m'a donné rendez-vous dans un café en centre-ville. J'ai des preuves qu'un homme d'affaires local de premier plan entretient des liaisons avec les épouses de ses employés et utilise les ressources de son entreprise pour faciliter ces liaisons, ai-je déclaré. Les yeux de Jennifer se sont illuminés. Pouvez-vous le prouver? Je lui ai montré les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit et les photos que Suzanne m'avait données. J'ai expliqué comment Greg m'avait confié les pires boulots tout en ayant une liaison avec ma femme. Comment il avait utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour leur dîner. Comment il m'avait viré lorsque j'avais découvert la liaison. C'est bien de Greg Marsh que nous parlons, a demandé Jennifer. C'est exact. Le même Greg Marsh qui diffuse ses publicités sur les valeurs familiales. Puis-je vous citer officiellement? Absolument. L'article est paru 3 jours plus tard, à la une de la rubrique locale, un concessionnaire local accusé d'utiliser son entreprise pour faciliter ses liaisons. Il incluait des citations de moi, des copies de reçus et une photo de Greg et Rachel entrant dans l'hôtel. La réponse de Greg a été rapide et prévisible. Il a tout nié, a affirmé que les photos avaient été prises hors de leur contexte et a menacé de poursuivre le journal pour diffamation, mais le mal était fait. L'histoire a été reprise par les journaux régionaux, et en l'espace d'une semaine, Greg faisait face à des appels réclamant sa démission de la chambre de commerce. Sa femme a demandé le divorce. 2 de ses principaux clients ont annulé leur contrat de flotte automobile. Son image soigneusement construite de père de famille et de leader communautaire était en ruine. Mais je n'en avais pas terminé. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers Kelly. En tant que responsable RH chez Consolidated Logistics, elle avait accès à des informations confidentielles sur les employés ainsi qu'aux ressources de l'entreprise. Je soupçonnais qu'elle se servait des 2 pour aider à faciliter la liaison de Rachel. J'ai appelé la ligne d'assistance éthique de l'entreprise et j'ai signalé qu'une employée des RH était impliquée dans la facilitation de liaison sur le lieu de travail et qu'elle violait potentiellement les politiques de confidentialité. J'ai fourni des documents montrant l'implication de Kelly pour couvrir les absences de Rachel, ainsi que sa présence à l'hôtel pendant la liaison. L'enquête a été rapide. Les entreprises ne plaisantent pas avec les infractions au RH, surtout celles qui pourraient les exposer à des poursuites. Kelly a été suspendue le temps de l'enquête, puis discrètement licenciée 2 semaines plus tard. Rachel a été un dommage collatéral. Étant l'autre partie impliquée dans cette affaire, et ayant menti sur l'endroit où elle se trouvait pendant ses heures de travail, elle a également été licenciée. En moins d'1 mois, Rachel et Kelly avaient toutes 2 perdu leur emploi. Elles vivaient ensemble dans l'appartement de Kelly, brûlant l'indemnité de départ de cette dernière, et luttaient pour retrouver du travail dans une petite ville où tout le monde connaissait leur histoire. Mais le meilleur restait à venir. J'avais tout documenté, chaque mensonge que Rachel avait raconté aux enfants, chaque tentative de manipuler le récit, chaque irrégularité financière que je pouvais trouver. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans nos comptes joints. Rachel détournait de l'argent vers un compte séparé depuis des mois, planifiant probablement sa stratégie de sortie. Le compte contenait près de $20 000. De l'argent qui aurait dû faire partie des biens matrimoniaux soumis au partage. Jim a déposé une requête d'urgence pour geler le compte et récupérer les fonds. Nous avons également demandé des sanctions contre Rachel pour dissimulation de biens pendant la procédure de divorce. C'est bon, a dit Jim. Très bon. Le juge ne va pas apprécier ce compte caché, surtout en plus de tout le reste. L'audience était fixée un vendredi matin.
Je suis arrivé tôt au tribunal, vêtu de mon meilleur costume et portant un dossier rempli de documents. Rachel et son avocat étaient déjà là, blottis l'un contre l'autre en pleine discussion près des fenêtres. Rachel avait l'air différente, plus mince, plus vieille, comme si le stress la rongeait de l'intérieur. Elle a évité mon regard quand je suis passé. La juge, l'honorable Margaret Chen, était connue pour son approche intransigeante du droit de la famille. Elle siégeait depuis 15 ans et connaissait toutes les ruses du métier. Il s'agit d'une requête visant à récupérer des actifs dissimulés et à imposer des sanctions à la défenderesse, a déclaré la juge Chen en lisant ses notes. Monsieur Miller, vous alléguez que votre femme a dissimulé des biens matrimoniaux pendant la procédure de divorce. Jim s'est levé. C'est exact, votre honneur. Nous avons des documents montrant que Madame Miller a transféré près de $20 000 de compte conjoint vers un compte séparé à l'insu de son mari. Cela a été fait alors qu'elle entretenait des liaisons extra-conjugales et dépensait des biens matrimoniaux pour ces liaisons. L'avocat de Rachel, un homme à l'air fatigué nommé David Reeves, a tenté de faire valoir que Rachel ne faisait que se protéger financièrement. La juge Chen n'y a pas cru. Madame Miller, avez-vous ouvert un compte bancaire séparé et transféré des fonds matrimoniaux sur ce compte à l'insu de votre mari? Rachel s'est levée lentement. Oui, votre honneur. Et avez-vous fait cela tout en ayant des liaisons extra-conjugales? Votre honneur, les relations personnelles de ma cliente ne sont pas pertinentes pour l'aspect financier. Je déterminerai ce qui est pertinent, maître Reeves. Madame Miller, veuillez répondre à la question. Oui, votre honneur. La juge Chen a examiné les documents pendant plusieurs minutes. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du ronronnement de la climatisation et du cliquetis de la machine de la sténographe. Madame Miller, vous avez admis avoir entretenu des liaisons extra-conjugales, avoir dépensé des biens matrimoniaux pour ces liaisons, avoir caché d'autres biens matrimoniaux sur des comptes secrets. Et avoir menti à votre conjoint sur vos activités pendant des mois. Est-ce un résumé exact? Oui ou non, Madame Miller? Oui. Monsieur Miller, que demandez-vous en termes de répartition des biens et de garde? Je me suis levé. Votre honneur, je demande la garde principale de nos enfants et un partage équitable des biens qui tiennent compte de l'utilisation abusive des fonds matrimoniaux et de la tromperie de ma femme. La juge Chen a pris quelques notes, puis a levé les yeux vers les deux parties. J'accueille la requête de Monsieur Miller pour récupérer les avoirs dissimulés. Madame Miller, vous transférerez la totalité du montant sur les comptes matrimoniaux dans un délai de 30 jours. J'attribue également à Monsieur Miller 70% des biens matrimoniaux. Compte tenu des preuves de malversation financière. Le visage de Rachel est devenu blanc. En ce qui concerne la garde, j'accorde la garde physique principale à Monsieur Miller, avec des droits de visite supervisés pour Madame Miller jusqu'à ce qu'elle puisse faire preuve de stabilité et d'honnêteté dans ses relations avec les enfants. Votre honneur, a déclaré David Reeves, cela semble excessif. Maître Reeves. Votre cliente a menti à ses enfants sur l'endroit où elle se trouvait et sur ses activités pendant des mois. Elle a entretenu de multiples liaisons tout en étant mariée et a fait preuve d'un comportement récurrent fondé sur la tromperie et l'irresponsabilité financière. Je ne vais pas récompenser un tel comportement par une garde partagée. Le marteau est tombé avec un claquement sec qui a résonné dans la salle d'audience. Dehors, Rachel pleurait dans le couloir pendant que Kelly essayait de la réconforter. Elles avaient tout perdu, leur emploi, leur argent, leur réputation, et maintenant les enfants. Je suis passé devant elle sans dire un mot, mais j'ai pu entendre Rachel m'appeler. Dan, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je me suis arrêté et je me suis retourné. De quoi? Des enfants? Des droits de visite? De trouver un arrangement. Le juge a déjà tout arrangé. Visite supervisée. Respecte l'ordonnance du tribunal. Dan, je t'en prie. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours leur mère. Tu aurais dû y penser avant de décider de baiser mon patron dans des chambres d'hôtel. Kelly s'est avancée. Tu n'es pas obligé d'être cruel à ce sujet. Je l'ai regardée, cette femme qui avait aidé à orchestrer la destruction de mon mariage, et j'ai senti un froid glacial m'envahir la poitrine. Cruel? Tu veux voir ce qu'est la cruauté? Vous avez toutes les deux menti à mes enfants pendant des mois. Vous en avez fait les complices de votre tromperie. Vous avez volé l'argent de leurs fonds universitaires pour payer des chambres d'hôtel et des bijoux. Et maintenant tu veux me faire la morale sur la cruauté?
Nous n'avons jamais voulu, a commencé Kelly. Vous n'avez jamais voulu vous faire prendre. Il y a une différence. Je me suis éloigné sans me retourner. Derrière moi, je pouvais entendre Rachel sangloter et Kelly essayer de la calmer. Mais ce n'était plus mon problème. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. 6 mois plus tard, la vie avait pris un nouveau rythme. Les enfants s'adaptaient aux modalités de garde mieux que je ne l'espérais. Ellie avait changé d'avis une fois qu'elle avait compris à quel point sa mère nous avait menti à tous. Max s'épanouissait grâce à cette stabilité et à cette honnêteté. Les visites supervisées de Rachel étaient gênantes et peu fréquentes. Elle avait déménagé à 2 villes de là et travaillait dans un centre d'appel, essayant de reconstruire sa vie. Kelly était retournée vivre chez ses parents et cherchait du travail dans un autre état. Greg avait perdu 2 de ses 3 concessions et faisait face à de multiples poursuites de la part de partenaires commerciaux et de créanciers. Mon entreprise se portait mieux que jamais. Le bouche-à-oreille avait fait son œuvre sur la façon dont j'avais géré la situation, et je recevais des recommandations de personnes qui respectaient la manière dont je m'étais battu pour ma famille. Tommy avait pris du galon et gérait pratiquement les opérations au quotidien pendant que je me concentrais sur le développement de l'entreprise. « Vous savez ce que je respecte chez vous » a dit Tommy un après-midi alors que nous fermions l'atelier. « Vous ne vous êtes pas contenté de vous mettre en colère, vous avez pris votre revanche. Et vous l'avez fait légalement et intelligemment. » J'ai eu de la bonne aide, ai-je répondu en pensant au conseil juridique de Jim et aux preuves photographiques de Suzanne. N'empêche, la plupart des gars auraient juste frappé quelqu'un et auraient fini en prison. Vous les avez détruits sans donner un seul coup de poing. Il avait raison. Greg, Rachel et Kelly avaient tous perdu ce qui comptait le plus pour eux. Leur emploi, leur réputation, leur sécurité financière, et j'avais fait tout cela dans le cadre du système légal, en utilisant leurs propres actions contre eux. Ce soir-là, je dînais avec les enfants quand Ellie a abordé un sujet qui m'a surpris. « Papa, je veux m'excuser pour ma façon d'agir quand tout ça a commencé. » J'ai levé les yeux de mes spaghettis. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je t'ai reproché de ne pas te battre pour le mariage. Je pensais que tu aurais dû essayer plus fort, mais je comprends maintenant que maman avait déjà décroché. Elle vivait une vie complètement différente. Tu n'as pas à t'excuser, Ellie. Tu essayais de trouver un sens à quelque chose qui n'en avait pas. Pourtant, j'aurais dû te faire confiance. Tu ne nous as jamais menti. Max a hoché la tête. Les visites de maman sont bizarres maintenant. Elle n'arrête pas de poser des questions sur toi et de demander si tu fréquentes quelqu'un. On dirait qu'elle est jalouse ou un truc du genre. Votre mère fait face aux conséquences de ses choix, ai-je dit. Ce n'est pas votre responsabilité. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un, a demandé Ellie. Pas encore. Je me concentre sur vous deux et sur l'entreprise pour l'instant. Mais la vérité, c'est que je commençais à y penser. Pour la première fois depuis des années, je me sentais de nouveau moi-même. La tension constante et l'incertitude avaient disparu. Je savais qui j'étais et ce que je voulais. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Suzanne au supermarché. Elle n'avait plus son uniforme d'infirmière, elle portait un jean et un pull, paraissant plus jeune et plus détendue qu'au bar de l'hôtel. « Dan Miller » a-t-elle dit en souriant. « Comment tenez-vous le coup ? » Mieux que prévu. Grâce à vous, en fait. Ces photos ont fait toute la différence au tribunal. Je suis contente qu'elles aient aidé. J'ai entendu parler de la décision sur la garde. Ça doit être un soulagement. Ça l'est. Les enfants vont bien et nous allons tous de l'avant. Nous avons parlé encore quelques minutes de tout et de rien, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cette conversation. Suzanne était directe et honnête, des qualités que j'avais appris à estimer au plus haut point. « Voudriez-vous prendre un café à l'occasion » ai-je demandé avant de pouvoir m'en dissuader. « J'aimerais beaucoup » a-t-elle répondu. Nous avons échangé nos numéros, et je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, j'étais assis sur la terrasse arrière avec une bière, regardant le coucher du soleil et pensant à quel point ma vie avait changé en moins d'1 an. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. « Dan, c'est Rachel. Je sais que je ne suis pas censé te contacter directement, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je sais que j'ai détruit notre famille, et je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais. Mais je veux que tu saches que je regrette tout. J'espère que tu pourras trouver le bonheur.
J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Rachel avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec. J'avais fait les miens, et je vivais avec aussi. La différence, c'est que je pouvais dormir la nuit. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un SMS de Suzanne, « Merci de m'avoir proposé un café. J'ai hâte. » J'ai souri et j'ai tapé en réponse, « Moi aussi. » Ensuite, j'ai fini ma bière et je suis rentré à l'intérieur pour aider Max à faire ses devoirs. C'était une soirée d'école et nous avions une routine à maintenir. Pour la première fois depuis longtemps, cette routine m'a semblé être quelque chose qui valait la peine d'être protégé. 3 mois après la finalisation du divorce, je pensais que le drame était terminé. J'avais tort. Tout a commencé par un appel de l'école d'Ellie. Elle s'était battue avec une autre élève et on devait venir la chercher immédiatement. Quand je suis arrivé dans le bureau de la directrice, Ellie était assise sur une chaise, la lèvre fendue et le regard noir. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Madison Cooper disait des choses sur toi et maman », a dit Ellie. « Des mensonges comme quoi tu as fait fuir maman et que tu es un psychopathe manipulateur qui a détruit sa vie. » Madison Cooper ? Sa mère était amie avec la famille de Kelly, faisant partie de ce cercle social qui avait pris le parti de Rachel lors du divorce. « Ellie, tu ne peux pas te battre pour des commérages, ai-je dit. Ce n'était pas des commérages, papa. Elle a dit que maman avait raconté à sa mère que tu l'avais menacée de la tuer si elle ne te laissait pas la garde. Elle a dit que tu étais dangereux et que les gens devraient rester loin de toi. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Rachel répandait des mensonges sur le fait que j'étais violent, essayant de redorer sa propre image en me faisant passer pour un homme abusif. La directrice, Madame Henderson, s'est montrée compatissante mais ferme. « Monsieur Miller, je comprends qu'il s'agit d'une situation difficile, mais Ellie ne peut pas résoudre les problèmes familiaux par la violence. Je comprends. Cela ne se reproduira plus. » Sur le chemin du retour, Ellie est restée silencieuse jusqu'à ce que nous nous garions dans notre allée. « Papa, tu n'as jamais menacé maman, n'est-ce pas? » « Non, Ellie. Je n'ai jamais menacé ta mère ni qui que ce soit d'autre. J'ai utilisé le système légal pour protéger notre famille et nos biens. C'est tout. » Alors pourquoi dit-elle que tu l'as fait? Parce qu'elle essaie de se faire passer pour une victime au lieu de quelqu'un qui a fait de mauvais choix. Ce soir-là, j'ai appelé Jim et lui ai parlé des rumeurs que Rachel répandait. C'est de la diffamation, a-t-il dit immédiatement. Et ça pourrait affecter l'accord de garde si elle prétend que tu es violent. Que pouvons-nous y faire? Documente tout, obtiens des témoignages de personnes qui ont entendu ces rumeurs. Si nous pouvons prouver qu'elle répand de fausses allégations de violence domestique, nous pourrons retourner devant le tribunal. J'ai commencé à passer des appels. Tommy avait entendu les rumeurs au café. Notre voisine, Madame Patterson, avait été abordée par un parent de Kelly lui demandant si elle avait déjà vu des signes de maltraitance. Même mon ami mécanicien, Joe, avait été interrogé sur mon caractère et sur le fait de savoir si j'avais déjà été violent. Les rumeurs se répandaient de manière systématique, comme une campagne coordonnée pour détruire ma réputation. J'étais en train de tout documenter quand mon téléphone a sonné. C'était Suzanne. « Dan, j'ai entendu quelque chose à l'hôpital aujourd'hui dont je pense que tu devrais être au courant. » Quoi donc? Une des infirmières qui habite près de la famille de Kelly a dit, « Rachel et Kelly racontent aux gens que tu as des problèmes de gestion de la colère et que tu as menacé Rachel pendant le divorce. Elles disent que tu l'as forcée à renoncer à la garde en l'intimidant. » C'est complètement faux. Je le sais. Mais elles sont très précises à ce sujet. Elles disent que tu as un passé de comportement dominateur et que Rachel avait peur de contester la décision sur la garde parce qu'elle craignait que tu ne lui fasses du mal. C'était pire que je ne le pensais. Rachel et Kelly ne se contentaient pas de répandre des rumeurs générales. Elles construisaient un récit très précis de violence domestique. Il y a autre chose, a ajouté Suzanne. J'ai entendu dire qu'elles prévoyaient de demander au tribunal de modifier les modalités de garde. Elles vont prétendre que Rachel a été contrainte d'accepter les conditions actuelles parce qu'elle craignait pour sa sécurité. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Après tout ce que nous avions traversé, Rachel allait essayer de récupérer les enfants en prétendant que j'étais violent. Peuvent-elles faire ça? Si elles parviennent à convaincre un juge que la décision initiale a été prise sous la contrainte, peut-être. Mais Dan, tous ceux qui te connaissent savent que ces allégations sont ridicules. Le problème,
c'est que tout le monde ne me connaissait pas et que dans une petite ville, des rumeurs comme celle-ci peuvent prendre vie d'elles-mêmes. J'ai immédiatement appelé Jim et je lui ai raconté ce que Suzanne avait appris. Nous devons prendre les devants, a-t-il dit. Si elle prévoit de déposer une requête pour modifier la garde, nous devons être prêts avec nos propres preuves. Quel genre de preuves? Des témoins de moralité. De la documentation sur ta relation avec les enfants. Des preuves que les allégations de Rachel sont fausses et motivées par la vengeance. Comment prouver que quelque chose n'a pas eu lieu? Comment puis-je prouver que je ne l'ai jamais menacée? On commence par le fait qu'elle n'a jamais mentionné la moindre menace lors de la procédure initiale. Si tu la menaçais vraiment, pourquoi n'en a-t-elle pas parlé à ce moment-là? Pourquoi n'a-t-elle pas demandé une ordonnance d'éloignement? Pourquoi a-t-elle accepté des visites supervisées au lieu de se battre pour ses droits? Jim avait raison. Les allégations actuelles de Rachel ne correspondaient pas à son comportement pendant le divorce. Si elle avait vraiment eu peur de moi, elle aurait dit quelque chose au juge. Au cours de la semaine suivante, j'ai recueilli des témoignages de moralité auprès de tous ceux à qui je pouvais penser. Tommy a rédigé une déclaration sur mon tempérament et mon professionnalisme. Madame Henderson de l'école a écrit sur mes interactions lors des réunions de parents d'élèves. Même certains de mes clients ont fourni des références sur ma personnalité et mon comportement. Mais je savais que ça ne suffirait pas. Je devais confronter Rachel directement et lui faire admettre que ces allégations étaient fausses. J'ai appelé le numéro de Kelly, sachant que Rachel répondrait probablement. Allô? La voix de Rachel était méfiante. Rachel, c'est Dan. Il faut qu'on parle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu répands des mensonges comme quoi je t'ai menacé. Ça doit cesser. Je ne répands pas de mensonges. Je dis aux gens la vérité sur ce que c'était que d'être marié avec toi. Quelle vérité? Que je travaillais dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Que je t'ai fait confiance pendant que tu me mentais en pleine figure. Que j'ai utilisé le système légal au lieu de la violence quand j'ai découvert tes liaisons. Tu m'as intimidé, Dan. Tu m'as donné l'impression de ne pas avoir d'autre choix que d'abandonner la garde. Tu as abandonné la garde parce que tu étais plus intéressé par tes liaisons que par le fait d'être mère. Tu as choisi Greg et Kelly plutôt que tes propres enfants. C'est faux. Alors pourquoi ne t'es-tu pas battu pour la garde? Pourquoi n'as-tu pas dit au juge que je te menaçais? Pourquoi n'as-tu pas demandé une ordonnance d'éloignement? Rachel est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus faible, moins assurée, parce que je savais que j'avais tout gâché. Je savais que je t'avais blessé, toi et les enfants. Donc, tu admets que tu n'avais pas peur de moi. J'avais peur de ce que tu pourrais faire, de ce que je pourrais faire. S'éclaircit la gorge, Rachel, la pire chose que j'ai faite, c'est d'embaucher un bon avocat et de documenter tes liaisons. Je n'ai jamais haussé le ton avec toi, je ne t'ai jamais menacé. Je n'ai jamais rien fait d'autre que de protéger mes enfants du chaos que tu as créé. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assuré que tu ne puisses pas détruire la vie des enfants aussi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Jim pour lui raconter notre conversation. L'as-tu enregistré? A-t-il demandé. Non, mais je crois que je l'ai déstabilisée. Elle a admis qu'elle n'avait pas vraiment peur de moi, juste peur des conséquences de ses actes. C'est une bonne chose. Si elle dépose cette requête, nous serons prêts. 2 semaines plus tard, Rachel et Kelly ont fait exactement ce que Suzanne avait prédit. Elles ont déposé une requête en modification de la garde, affirmant que Rachel avait été contrainte d'accepter l'accord initial par peur de violences domestiques. L'audience a été fixée un vendredi matin, exactement 1 an après que j'avais découvert Rachel à l'hôtel pour la première fois. Cette fois, j'étais prêt pour la guerre. La salle d'audience était plus bondée que ce à quoi je m'attendais. Rachel et Kelly étaient assises avec leur avocate, une femme à l'allure stricte nommée Patricia Wells, spécialisée dans les affaires de violence conjugale. De mon côté, Jim s'était arrangé pour que plusieurs témoins de moralité soient présents, dont Tommy, Madame Henderson et même Suzanne. La juge Chen a ouvert la séance et a examiné la requête. Madame Miller, vous affirmez que votre ex-mari vous a menacé pendant la procédure de divorce et que vous avez accepté les modalités de garde actuelles sous la contrainte. Rachel s'est levée, l'air nerveuse mais déterminée. Oui, votre honneur.
Dan a des problèmes de gestion de la colère et des antécédents de comportement dominateur. J'avais peur que si je me battais pour la garde, il devienne violent. Pouvez-vous fournir des exemples précis de menaces ou de comportements violents? L'avocate de Rachel s'est levée. Votre honneur, la violence conjugale implique souvent une intimidation subtile plutôt que des menaces ouvertes. Ma cliente a été psychologiquement contrainte d'accepter des modalités de garde défavorables. La juge Chen semblait sceptique. Madame Miller, lors de la procédure initiale, avez-vous mentionné la moindre menace ou intimidation à ce tribunal? Non, votre honneur. Avez-vous demandé une ordonnance d'éloignement? Non, votre honneur. Avez-vous demandé une protection policière ou documenté un quelconque comportement menaçant? Non, votre honneur. Mais, Madame Miller, vous me demandez de croire que vous aviez tellement peur de votre mari que vous avez abandonné la garde de vos enfants, mais pas au point de ressentir le besoin d'impliquer les forces de l'ordre ou de mentionner ces craintes devant le tribunal. L'assurance de Rachel commençait à se fissurer. J'étais confuse et terrifiée. Je ne pensais pas clairement. Monsieur Miller, a dit la juge Chen en se tournant vers moi, avez-vous une réponse à ces allégations? Je me suis levé. Votre honneur, ces allégations sont totalement fausses et sont formulées en représailles aux conséquences des actions de Madame Miller elle-même. J'ai des témoins de moralité et des preuves qui contredisent chaque aspect de ces affirmations. Jim a d'abord appelé Tommy à la barre. Tommy était nerveux, mais clair dans son témoignage. Je travaille pour Dan Miller depuis 3 ans, a-t-il dit. Je ne l'ai jamais vu perdre son sang-froid ou élever la voix sur qui que ce soit. C'est la personne la plus placide que je connaisse. L'avez-vous déjà vu interagir avec sa femme, a demandé Jim. De nombreuses fois. Elle venait régulièrement à l'atelier. Dan a toujours été respectueux et patient avec elle, même lorsqu'elle était difficile. Difficile comment? Elle critiquait son travail, se plaignait pour l'argent, faisait des commentaires sur le fait qu'il était sale ou sans éducation. Dan ne répondait jamais par la colère. Il encaissait, c'est tout. Madame Henderson a témoigné sur mes interactions lors des événements scolaires et des réunions de parents d'élèves. Monsieur Miller a toujours été professionnel et approprié dans tous ses échanges avec le personnel de l'école et les autres parents. Je n'ai jamais vu la moindre indication de problème de gestion de la colère ou de comportement dominateur. Le témoignage de Suzanne a été le plus percutant. En tant qu'infirmière, elle avait été formée pour reconnaître les signes de violence domestique, et elle avait observé mon comportement pendant l'une des périodes les plus stressantes de ma vie. J'ai rencontré Monsieur Miller alors qu'il découvrait la liaison de sa femme, a-t-elle témoigné. Il était clairement blessé et en colère face à la situation, mais sa colère était concentrée sur la trahison, et non sur l'envie d'intimider ou de contrôler qui que ce soit. Il s'est montré méthodique et rationnel dans la collecte de preuves et la protection de ses intérêts. L'avez-vous déjà vu interagir avec sa femme, a demandé Jim. Oui, je les ai observés ensemble à l'hôtel. Même en la confrontant au sujet de sa liaison, Monsieur Miller est resté calme et maître de lui. Il n'a pas élevé la voix et n'a fait aucun geste menaçant. Quand ce fut le tour de Patricia Wells pour le contre-interrogatoire, elle a essayé de suggérer que j'avais été manipulateur et autoritaire de manière subtile. Monsieur Miller, n'est-il pas vrai que vous avez engagé un détective privé pour espionner votre femme? Non, c'est faux. Je l'ai suivi moi-même à une occasion et on m'a fourni des photographies par un témoin qui avait observé la liaison. N'est-il pas vrai que vous avez délibérément détruit la carrière de votre femme en la dénonçant à son employeur? J'ai signalé des violations de la politique de l'entreprise que j'avais pu observer. L'entreprise a pris ses propres décisions quant aux conséquences. N'est-il pas vrai que vous avez utilisé votre connaissance de sa liaison pour intimider votre femme et la forcer à accepter un accord de garde défavorable? Non. J'ai utilisé les preuves de ces liaisons et de ces malversations financières pour m'assurer que le tribunal disposait d'informations exactes au moment de prendre ses décisions concernant la garde. Patricia Wells était douée, mais elle n'avait aucune preuve concrète de menace ou d'intimidation. Tout ce qu'elle présentait n'était que spéculation et interprétation. Quand Rachel est montée à la barre, le contre-interrogatoire de Jim a été dévastateur. Madame Miller, vous avez affirmé que vous aviez peur de votre mari, mais vous avez continué à vivre dans la même maison que lui pendant des semaines après qu'il a découvert votre liaison. Est-ce exact? Oui. Mais. Et pendant ce temps, vous a-t-il déjà menacé physiquement? Pas directement, mais. A-t-il déjà levé la main sur vous? Non.
Vous a-t-il déjà empêché de quitter la maison? Non. A-t-il déjà surveillé vos communications ou restreint vos activités? Non. En fait, Madame Miller, n'est-il pas vrai que vous avez continué à voir vos partenaires de liaison même après que votre mari a découvert vos relations? Le visage de Rachel a rougi. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. N'est-il pas vrai que vous avez continué à rencontrer Greg Marsh et Kelly Simmons après que votre mari vous a confronté au sujet de vos liaisons? Nous ne faisions que discuter. Juste discuter dans des hôtels? Nous essayions de décider quoi faire. Quoi faire à quel sujet? Au sujet du fait de vous être fait prendre? De la situation? Jim a sorti un reçu d'hôtel daté de 2 semaines après notre confrontation à la table de la cuisine. Madame Miller, voici un reçu du Lakeview Inn. Daté de 2 semaines après que votre mari a découvert votre liaison. La chambre a été payée par Greg Marsh. Étiez-vous juste en train de discuter dans une chambre d'hôtel? L'avocate de Rachel s'est opposée, mais le mal était fait. Rachel avait été prise dans un autre mensonge. Madame Miller, a poursuivi Jim, si vous aviez vraiment peur de votre mari, pourquoi n'avez-vous pas quitté le domicile conjugal immédiatement? Je n'avais nulle part où aller. Mais vous avez emménagé avec Kelly Simmons après le début de la procédure de divorce. Pourquoi ne pas avoir emménagé avec elle plus tôt si vous aviez peur? J'essayais de sauver mon mariage. En continuant vos liaisons. J'étais perdu. Madame Miller, n'est-il pas vrai que vous formulez ces allégations maintenant parce que vous regrettez d'avoir perdu la garde et que vous essayez de trouver un moyen d'annuler la décision du tribunal? Non, ce n'est pas. N'est-il pas vrai que vous et Kelly Simmons avez répandu des rumeurs sur la violence de votre ex-mari dans le but de nuire à sa réputation? Nous avons dit la vérité aux gens. Quelle vérité? Vous avez admis sous serment qu'il ne vous a jamais menacé, qu'il ne vous a jamais frappé, qu'il ne vous a jamais empêché de partir. Quelle vérité racontez-vous aux gens? Rachel s'est mise à sangloter à la barre, affirmant que je l'avais humiliée et que j'avais monté nos enfants contre elle en présentant des preuves de ses liaisons publiques. En rendant tout ça public. Vos liaisons étaient déjà publiques. Il s'est contenté de les documenter. La suspension d'audience a révélé la panique de Rachel et Kelly. Leur stratégie s'était effondrée. La juge Chen a statué que les allégations étaient sans fondement et constituaient des représailles. Les fausses déclarations ont été transmises pour faire l'objet d'une enquête pour parjure. Les droits de visite de Rachel ont été réduits à des sessions supervisées mensuelles dans l'attente d'un suivi psychologique. À l'extérieur, Rachel a imploré mon pardon. Tu as jeté notre famille aux ordures, ai-je dit. Puis tu as essayé de me détruire avec des mensonges. Maintenant, assume les conséquences. 6 mois plus tard, j'ai épousé Suzanne. Les enfants se sont épanouis. Rachel et Kelly ont disparu de la circulation. L'empire de Greg s'est effondré. Notre foyer est devenu paisible et honnête.